Les femmes communiquent le désir davantage par le silence que par les mots. Ce qu'elles désirent le plus est précisément ce qu'elles ne demanderont jamais frontalement. Les choses qu'elle ne demandera jamais sont celles qu'elle convoite avec le plus d'intensité. Et les hommes capables de le comprendre détiennent un pouvoir immense. En 1957, le psychologue Leon Festinger publia ses travaux sur la dissonance cognitive, l'écart entre ce que les gens déclarent vouloir et ce qu'ils désirent réellement. Les femmes te disent une chose avec leurs paroles, tandis que leur système nerveux en crie une autre, totalement différente. Il ne s'agit pas de manipulation ni de tour de passe-passe. Il s'agit de comprendre l'architecture du désir féminin. La plupart des hommes passent leur vie à jouer aux dames, alors que les femmes évoluent dans des dimensions qu'ils n'ont jamais appris à percevoir. Ils écoutent ce qu'elle dit, ils ignorent ce qu'elle fait, puis ils se demandent pourquoi la passion s'est éteinte après 6 mois, pourquoi elle semble distante, pourquoi cette alchimie autrefois électrique ressemble désormais à un entretien d'embauche. Voici ce qu'on ne t'enseigne jamais. Le désir féminin n'obéit pas à la logique. Il répond à quelque chose de plus ancien, de plus profond, à une force antérieure au langage lui-même. Les femmes ont grandi dans un monde qui les a souvent punies pour avoir désiré trop fort, pour avoir demandé trop directement, pour avoir semblé trop enthousiastes. Elles ont donc appris à parler en code, à communiquer par le comportement, par la tension, par ce qui n'est pas dit. Si tu ne sais pas lire ce langage, tu vis dans une traduction constamment en retard sur la réalité. Et cela compte, car ta capacité à décoder ces signaux détermine toute la trajectoire de ta vie intime. Ni ton argent, ni ton apparence, ni ta capacité à réciter une routine apprise. Ce qui compte, c'est ta faculté à percevoir ce dont elle a besoin avant qu'elle ne soit contrainte de le formuler. Voilà la différence entre être choisi et être toléré. La psychologue comportementale Wednesday Martin a consacré des années à l'étude de la sexualité féminine. Ses recherches ont révélé une vérité que la plupart des hommes n'envisagent jamais. Le désir des femmes s'intensifie en présence d'une incertitude stratégique, pas du chaos, mais d'une imprévisibilité maîtrisée. Les mêmes circuits neurologiques qui s'activent au début de l'attirance, dopamine, noradrénaline, anticipation, ne se déclenchent pas dans le confort. Ils s'activent grâce à une imprévisibilité contrôlée, face à un homme qui sait quand mener et quand se retirer, quand offrir exactement ce qu'elle veut et quand la faire attendre. Les études d'imagerie cérébrale de l'anthropologue Helen Fisher montrent un phénomène similaire. Lorsqu'une femme est attirée par un homme, son cerveau s'illumine dans des zones associées au manque, à la quête, non à l'attachement. Le désir se loge dans les mêmes régions que l'addiction, la poursuite, la chasse. Ce n'est pas un défaut de la psychologie féminine, c'est une caractéristique. Une réalité que la culture moderne tente de lisser, de rendre acceptable, de nier même. Mais la biologie se moque de la bienséance sociale. Elle se soucie uniquement de ce qui fonctionne réellement. Et ce qui fonctionne est presque toujours l'inverse de ce qu'on t'a appris. Plongeons donc dans cette psychologie, dans ces comportements que les femmes désirent, mais n'énonceront jamais. Non parce qu'elles seraient manipulatrices, mais parce que les verbaliser en détruirait la force. Certaines vérités perdent leur magie dès qu'elles sont dites. Celle-ci en fait partie. Il existe des comportements précis qui déclenchent quelque chose de primal dans le système nerveux féminin. Des choses qu'elle veut que tu fasses sans jamais te les demander. D'abord, elle veut que tu la fasses se sentir légèrement hors de contrôle. Pas en danger, pas menacée, mais déséquilibrée de façon subtile. Beaucoup d'hommes confondent domination et agressivité. Ils croient que prendre les rênes signifie être bruyant, imposant, autoritaire. Or, la véritable dominance est silencieuse. Elle se manifeste dans ta manière de te déplacer, dans le geste sûr avec lequel tu saisis son poignet pour la guider à travers une foule, dans ta décision ferme sur l'endroit où vous allez sans lui demander son avis à chaque instant. Et, étonnamment, elle ressent un soulagement. Elle n'a plus à tout gérer. Toute la journée,
Les femmes contrôlent, décident, organisent, gèrent des relations et des dynamiques sociales. Quand elle est avec toi, la dernière chose qu'elle souhaite est une nouvelle réunion déguisée en relation. Elle veut sentir qu'elle peut lâcher prise, que tu maîtrises la situation, qu'elle n'a pas à être la personne responsable pendant un moment. Des recherches en psychologie du désir montrent que les femmes sont le plus excitées lorsqu'elles se sentent intensément désirées, non lorsqu'elles contrôlent, lorsqu'elles deviennent l'objet d'une poursuite si puissante qu'elle fait vaciller l'image soigneusement construite qu'elles ont d'elles-mêmes. Mais voici l'essentiel. Elle ne peut pas te demander cela. Dès l'instant où elle doit t'expliquer comment prendre le contrôle, tu n'es plus en train de le prendre. Tu exécutes des instructions et toute la dynamique s'effondre. Elle veut que tu saches lire l'atmosphère, sentir quand elle teste ton cadre, rester solide lorsqu'elle résiste. Non pour la combattre, mais parce que tu comprends quelque chose qu'elle ne perçoit pas encore à cet instant. Tu sais qu'elle t'en remerciera plus tard, pas avec des mots, mais avec ce regard qu'elle pose sur toi quand personne d'autre ne regarde. Elle veut aussi que tu cesses de demander la permission pour tout. Ce point détruit plus de relations que presque n'importe quel autre. La négociation constante, les vérifications incessantes, les « ça te va si ». Tu préfères que je devrais. Chaque question inutile affaiblit la tension. Elle transforme le désir en transaction. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui traite l'intimité comme un contrat juridique rempli de clauses et de signatures invisibles. Elles veulent un homme capable de lire la situation et d'agir avec assurance, pas avec imprudence, avec présence. Il existe des recherches en psychologie qui montrent que de nombreuses femmes fantasment sur des scénarios où elles ne sont pas celles qui prennent les décisions. Non pas parce qu'elles désirent la perte de contrôle réel ou le danger, mais parce que l'idée d'être désirée à un point tel que l'autre ose mener est profondément enivrante. Cela libère du poids du choix. Cela dissout la peur d'être jugé pour vouloir trop fort, trop vite. Dans cet espace, le désir respire. Il faut être parfaitement clair sur une chose. Le consentement n'est jamais négociable. Mais le consentement ne signifie pas demander une autorisation verbale à chaque micro-geste. Il signifie construire un lien dans lequel elle te fait confiance pour lire ses signaux. Un regard, une respiration qui change, une tension subtile dans le corps peuvent en dire bien plus qu'une phrase. Cela exige de la présence, de l'attention, de l'accordage fin, pas une checklist récitable. Quand tu cesses de demander la permission et que tu commences à agir avec une audace calibrée, quelque chose bascule. Elle ne se sent plus comme ton guide ou ton professeur. Elle commence à se sentir comme ta femme. Et cette différence change tout. Puis il y a ce moment où elle te teste. Elle veut que tu tiennes bon quand elle te provoque. Les femmes testent les hommes non par cruauté, mais par nécessité. Elles cherchent à savoir si tu es solide, si tu maintiens ton axe sous la pression, ou si tu t'effondres dès que le ton monte légèrement. La plupart des hommes échouent ici sans même s'en rendre compte. Elle lance une remarque piquante. Il s'excuse immédiatement. Elle se ferme un peu. Il poursuit, insiste, cherche à rassurer. Elle crée de la distance. Lui panique, s'aplatit, tente de réparer à tout prix. Et à cet instant précis, quelque chose se brise. Pas consciemment, mais dans cette partie archaïque de son esprit, qui évalue si tu es quelqu'un sur qui elle peut compter quand la vie devient difficile. Les travaux de John Gottman sur la stabilité des couples sont clairs. Ce n'est pas l'absence de conflit qui prédit la réussite d'une relation, mais la capacité à préserver son identité à l'intérieur du conflit. Quand elle te teste, elle n'essaie pas de gagner. Elle cherche à voir si tu vas disparaître, si tu vas te trahir toi-même pour la maintenir à l'aise. Et si tu le fais, elle ne se sentira jamais en sécurité avec toi. Parce que si tu ne peux pas tenir face à elle, comment tiendras-tu face au monde? Alors, quand elle pousse, tu restes calme. Tu ne réagis pas de manière défensive. Tu ne te justifies pas frénétiquement. Tu ne t'effondres pas. Tu l'écoutes. Tu restes présent.
et tu ne bouges pas de ton axe. Cette immobilité intérieure, cette solidité tranquille, c'est exactement ce qu'elle recherche. Non parce qu'elle veut le conflit, mais parce qu'elle veut sentir que tu es inébranlable. Elle veut aussi que tu conserves une part de mystère. La transparence totale est souvent la mort du désir. Lorsqu'elle sait tout de toi, lorsque tu as exposé chaque insécurité, chaque peur, chaque blessure d'enfance dans les 3 premiers mois, il n'y a plus rien à découvrir. Le désir a besoin d'espace, il a besoin d'inconnu. La psychologue Esther Perel l'explique avec une clarté remarquable. Le feu a besoin d'air. L'intimité et le désir ne sont pas la même chose. Les couples qui maintiennent une charge érotique sont ceux qui préservent une certaine séparation, une frontière, un territoire intérieur. Beaucoup d'hommes tuent l'attirance en devenant totalement disponibles, en se livrant sans filtre, en partageant tout dans une tentative désespérée de créer de la proximité. Mais la proximité sans tension n'est que de l'amitié. Et l'amitié n'allume pas le corps. Cela ne signifie pas devenir froid ou distant. Cela signifie maintenir ton monde intérieur, avoir des pensées auxquelles elle n'a pas toujours accès, des projets, des intérêts, des zones de ta vie qui existent en dehors d'elle, une existence qui ne tourne pas exclusivement autour de son bonheur à chaque instant. Parfois, lorsqu'elle te demande à quoi tu penses, répondre « à rien » est la réponse juste. Non parce que tu caches quelque chose, mais parce que tout n'a pas besoin d'être partagé. Certaines choses t'appartiennent. Cette légère distance nourrit sa curiosité. Elle l'incite à se projeter, à s'interroger, à s'investir. Le jour où tu deviens totalement prévisible, elle commence à te percevoir comme un meuble, confortable, fiable, mais invisible. Le désir ne survit pas à la prévisibilité totale. Elle veut aussi que tu priorises ta mission. C'est probablement le point le plus contre-intuitif et pourtant l'un des plus puissants. Les femmes disent de vouloir ton attention, ton temps, ta disponibilité. Mais ce à quoi elles répondent vraiment, c'est un homme qui a quelque chose de plus grand que la relation elle-même. Une direction, une ambition, un mouvement vers l'avant. Les recherches en psychologie évolutionniste montrent que l'ambition est perçue comme un signal de compétence et de capacité à naviguer dans le monde. Non par intérêt matériel simpliste, mais parce qu'elle indique une force de projection. Quand tu abandonnes tout pour elle, tu n'envoies pas un message d'amour, tu envoies un message de vide. Tu dis qu'elle est ton monde entier. Et ce poids est étouffant. Elle ne veut pas être ton monde. Elle veut faire partie d'un monde que tu construis. C'est pour cela que les hommes trop disponibles, trop empressés, trop réactifs, perdent rapidement de l'attrait. En la plaçant au centre absolu, ils se rapetissent eux-mêmes. Lorsqu'au contraire tu poursuis ta mission, lorsque tu dis que tu ne peux pas la voir ce soir parce que tu as quelque chose d'important à accomplir, quelque chose change subtilement. Elle ne se sent pas rejetée, elle ressent du respect, et parfois même, elle commence à vouloir davantage ta présence. Parce que désormais, ton temps a de la valeur. Et là où il y a de la valeur, le désir suit. Elle veut aussi que tu saches partir le premier. C'est subtil, presque invisible, mais c'est là que beaucoup d'hommes sabotent tout. Ils s'attardent. Ils prolongent la conversation, le rendez-vous, le moment, comme s'ils essayaient d'extraire chaque goutte de connexion possible. Et ce faisant, ils étouffent l'attention. Le désir ne grandit pas dans la saturation, il grandit dans l'espace. Une femme est attirée par un homme qui a ailleurs où aller, par quelqu'un dont la vie est pleine, dense, en mouvement. Un homme capable de savourer l'instant, puis de s'en détacher pendant qu'il est encore vivant. La psychologie comportementale parle d'un principe appelé la règle du pic et de la fin. Les êtres humains se souviennent d'une expérience principalement à travers son moment le plus intense et la manière dont elle se termine, non par sa durée moyenne. Si tu restes trop longtemps, si l'énergie retombe, si elle sent que tu cherches à prolonger par besoin plutôt que par élan, c'est cela qui s'imprime. La dépendance, l'insistance, l'absence d'alternative. En revanche,
si tu es celui qui met fin à l'échange pendant qu'il est encore chargé, si tu dis simplement que tu dois partir alors que l'atmosphère est encore vibrante, elle reste avec un manque. Et c'est précisément là que le désir s'installe. Elle repense à toi, elle se demande quand elle te reverra. Elle rejoue la scène. L'attraction ne se nourrit pas de la présence constante, mais de l'absence signifiante. L'anthropologue Margaret Mead observait que, dans toutes les cultures qu'elle étudiait, celui qui contrôlait les conditions de la séparation détenait le pouvoir social. Pas celui qui s'accrochait, mais celui qui savait s'éloigner. Ce principe traverse tout, les messages, les rendez-vous, les conflits, l'intimité. Être celui qui se retire en premier, non par stratégie artificielle, mais parce que ta vie t'appelle réellement ailleurs, crée une dynamique irréversible. Elle poursuit cette énergie presque instinctivement. Et voici la vérité finale, celle que personne ne formule clairement. Les femmes ne veulent pas que tu leur demandes ce qu'elles veulent. Elles veulent que tu le saches déjà. Non parce qu'elles jouent à des jeux, mais parce qu'un homme qui doit demander est un homme qui n'a pas compris. Et la compréhension est le socle même du désir. L'attirance ne se négocie pas, elle ne se discute pas. On ne peut pas convaincre quelqu'un de te désirer par des arguments rationnels. On ne peut pas parler sa place jusqu'à la passion. Le désir naît de ce que tu incarnes, pas de ce que tu expliques. La plupart des hommes ont tellement peur de se tromper qu'ils commettent l'erreur la plus grave de toutes. Ils jouent la sécurité. Ils se lissent, ils se neutralisent. Ils deviennent une version d'eux-mêmes que personne ne pourrait critiquer et que personne ne désire. Car le désir ne vient jamais du confort. Il naît de la tension, de la polarité, de la présence d'un homme prêt à mener même lorsque l'issue n'est pas garantie. Chacun des comportements évoqués implique un risque. Le risque d'être mal compris, le risque de ne pas plaire à tout le monde, le risque de perdre quelqu'un qui ne résonne pas avec ton axe. Cela demande d'arrêter de performer, d'arrêter de chercher l'approbation et de commencer à être, d'arrêter de demander la permission pour exister. Les hommes qui comprennent cela ne supplient pas pour être choisis. Ils ne guettent pas des signaux de validation. Ils avancent dans le monde avec une certitude calme, presque silencieuse, que les femmes perçoivent avant même qu'un mot ne soit prononcé. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la cohérence intérieure. Dans un monde saturé d'hommes hésitants qui s'excusent d'exister, celui qui ne le fait pas devient immédiatement rare. Et ce qui est rare devient précieux. Ce qui est précieux devient désirable. Elle ne te dira jamais tout cela. Elle ne le peut pas. Au moment où elle devrait l'expliquer, où elle devrait le traduire en mots clairs, la magie disparaîtrait. Le désir se flétrit dès qu'il est disséqué. Mais désormais, tu sais, ce que tu feras de cette connaissance t'appartient entièrement. Tu peux l'ignorer. Tu peux la rationaliser. Tu peux te dire que ce n'est pas vrai parce que cela contredit ce qu'on t'a vendu. Ou tu peux accepter que le désir opère sur des fréquences que la majorité des hommes n'ont jamais appris à entendre. Et tu peux commencer à t'y accorder. Le choix a toujours été le tien.